Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, on va faire une nouvelle présentation d'équipe pour cette année 2022. Aujourd'hui, on s'attaque à la Team Bike Exchange. C'est pas le B qui compte, c'est le T. C'est le nom officiel de l'équipe, c'est Team Bike Exchange. On reviendra sur la saison 2021 de cette équipe, sur les victoires, qui n'ont pas été nombreuses, sur les transferts, l'effectif 2022 et les grands noms de cet effectif, les noms, les coureurs à suivre en fait sur l'effectif 2022. On commence tout de suite. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire tiens ce que vous pensez de cette équipe, ce qu'elle est en capacité de faire pour l'année 2022. Parce que c'est vrai que les résultats n'ont pas été fous l'année dernière. C'est de loin... C'est loin de ce qu'on pourrait dire même. Les résultats n'ont vraiment pas été bons. Même, ça a été très compliqué pour cette équipe. Avec des résultats très moyens, à la limite, voire du médiocre, pardon. Donc on va revenir sur tout ça et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette saison, des transferts de cette formation qui n'ont pas été nombreux, les transferts non plus, et du nouveau maillot. Le maillot a changé et je trouve que le nouveau maillot est assez sympa. Il y a un petit style Gerolsteiner pour ceux qui ont connu cette équipe. On commence tout de suite donc avec Bike Exchange qui je pense a été la moins bonne équipe du World Tour quasiment. Avec un classement World Team Ranking seulement 18e, c'est derrière Arkea, c'est derrière Intermarché Montigobert, derrière la Groupama, vous avez DSM qui a un moins bon classement, QBK et Lotto. Et ça se joue à pas grand chose avec la Lotto. Au niveau des victoires, là aussi c'est pas fou du côté de Bike Exchange vu qu'ils sont seulement 30e du classement avec 9 victoires seulement. Dans ces 9 victoires, il y a 2 victoires en World Tour, ce qui les classe 17e. Il n'y a que Groupama et Cofidis qu'on fait moins bien. Les vainqueurs dans cette équipe, ils sont au nombre de 6. Donc ça n'a pas été incroyable la saison de cette formation. Je trouve que en fait, il a manqué beaucoup de choses. On a un effectif qui est déjà pas exceptionnel, il faut le dire, l'effectif de la Bike Exchange, mais moi je m'attendais beaucoup mieux à beaucoup mieux de Michael Matthews. Je trouve que Simon Yates, il a été bon sur le Tour d'Italie. Sur le Tour des Alpes, il était très très bon. Par contre, ensuite derrière, il a complètement disparu. Esteban Chavez, c'est beaucoup trop inconstant et voilà. Et puis ensuite derrière, il n'y a pas grand monde quoi. Il n'y a pas grand monde au niveau de l'effectif, donc forcément, tu te retrouves à être un petit peu en difficulté parce que il n'y a pas grand chose quoi. Enfin, moi j'étais assez déçu, mais en même temps, quand tu y réfléchis bien, l'effectif, il est pas dingue, donc il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent non plus. Avec une équipe qui était quand même vieillissante aussi, donc on a rajeuni un petit peu l'effectif. Mais c'est vrai qu'en termes de résultats, c'est pas digne d'une équipe World Tour qui en plus avait pas mal d'ambition en début de saison. C'est-à-dire que à part le Giro et encore la 3e place quand même de Simon Yates, elle est à 4,50 je crois de Bernal. Et pour moi elle est décevante parce que quand tu vois le niveau qu'il a sur le Tour des Alpes, tu te dis on a peut-être mal préparé son affaire, on était peut-être prêt trop tôt. Parce qu'il fait quand même un énorme Tour des Alpes et ensuite derrière sur le Tour d'Italie, le début de Tour d'Italie est pas dingue. Sur le Tour de France, Chavez il fait 13e, on l'a pas vraiment vu. Et puis après, vous avez Lucas Hamilton, mais Lucas Hamilton aussi, pas mal de pépins physiques pour lui sur cette saison. Mais Michael Matthews qui a été très peu présent. Malgré le fait qu'il fasse 4e de l'Amstel et 6e de Milan-San Remo, le problème c'est que on l'attendait aussi sur les sprints, on ne l'avait pas engagé que pour être performant sur les classiques, on l'avait engagé sur les sprints et on s'est aperçu que Michael Matthews sur les sprints, c'est plus ça du tout quoi. Il ne sait plus faire, je pense, il a plus il est plus performant dans ce domaine-là. Il faut arrêter de le considérer, je pense, comme un sprinter. Mais voilà, année pas incroyable. Je vais pas m'attarder plus sur l'année de Bike Exchange parce que ça n'a pas été dingue du côté de l'équipe australienne.
On passe aux victoires de cette saison 2021, donc elles sont au nombre de 9. Ça commence par le titre en Australie sur la course sur route pour Cameron Meyer, ce qui est un peu une obligation, je dirais, dans cette formation, vu le nombre d'Australiens. On a ensuite eu la 4e étape du Tour de Catalogne pour Esteban Chavez, le Tour des Alpes et l'étape numéro 2 pour Simon Yates, Damian Howson qui a remporté le Tour de Hongrie et l'étape numéro 4, l'étape 19 pour Simon Yates au Tour d'Italie, le Saskatour, l'étape numéro 2 pour Nick Schultz et Caden Groves qui a remporté le prologue du Tour de Slovaquie. Après, voilà, hein, c'est pas... ça fait pas énorme dans la musette, quoi. Hein, ça fait un peu maigre, quand même, dans cette musette, dans cette équipe. On passe au transfert de cette saison 2022 pour Bike Exchange. Là aussi, c'est pas dingue les transferts. Pas dingue, pardon. Il y a un gros transfert et puis ensuite derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Pour moi, le gros transfert, c'est Dylan Groenewegen qui quitte la Jumbo pour Bike Exchange. On s'est pas bousculé au portillon chez Jumbo pour le renouveler, tout simplement parce qu'ils ont énormément de jeunes pépites dans ce domaine-là. Qu'il y avait quand même une concurrence avec Van Aert et qu'ils ont ils ont le fils d'Eric Decker, ils ont David Decker et ils ont aussi les deux jeunes néerlandais, j'ai oublié leur nom, qui sont frères et qui sont très très bons aussi au niveau du sprint, qui étaient notamment sur le Tour de Croatie, j'ai oublié leur nom. Mais qui ont fait également du bon boulot. Après, on a Lawson Craddock qui vient de F. Mais bon, Lawson Craddock, c'est pas... il attaque beaucoup, quoi. C'est un baroudeur. Matteo Sobrero, d'Astana, ça c'est un bon coureur. Yann Mas de Léopard, donc qui est une équipe continentale. Stewart Campbell qui est de Black Spock Pro Cycling Academy, une équipe également continentale. Alexandre Balmet qui était de l'équipe continentale Groupama FDJ, qu'on n'a jamais fait monter dans l'équipe 1, qu'on a fait monter quelques fois dans l'équipe 1, mais je dirais à qui on n'a jamais donné de contrat. Peut-être une grosse perte quand même pour la FDJ. On a Kelland O'Brien et Jesus David Pena qui vient de l'équipe colombienne Tierra de Atletas. Ensuite, les départs, Michael Nieve qui faisait partie des meubles rejoint Cara Rural, donc il n'aura toujours pas sa carrière. Esteban Chavez rejoint EF Education Easy Post. Brent Bugwalter après sa retraite. André Zeiss retour chez Astana à la maison. Robert Stannard rejoint Alpecin. Ça, c'est aussi une grosse perte parce que je trouve qu'il avait fait une belle année sur la classique flandrienne. Et puis Barnabas Pic qui rejoint Intermarché Venti Gobert Matériaux. Effectif 2022. Heureusement qu'il y a l'arrivée de Dylan Groenewegen. En fait, il y a un petit manque de densité dans cet effectif. Je trouve que les recrues, il y a Groenewegen qui va apporter vraiment quelque chose. Après, derrière, je suis pas totalement convaincu. Et c'est-à-dire qu'il y a Mesgeek, Simon Yates. Et Mesgeek, l'année dernière, c'était pas non plus dingue. Vous avez Matthews sur les classiques. Et puis Groenewegen et Lucas Hamilton. Ensuite, derrière, il y a beaucoup d'équipiers. Alors ça, vous avez de la densité, mais alors ce sont beaucoup de coureurs moyens quand même dans l'effectif. Donc c'est vrai que vous avez 6-7 coureurs. Puis après, derrière, beaucoup de coureurs moyens d'équipiers. Donc, c'est compliqué pour avoir des résultats. Surtout que Matthews, encore une fois, sur les sprints, ça n'a pas été dingue. Mais c'est un effectif qui ne fait pas énormément rêver quand même. Sur le papier, je me dis pas, ah là là, on a un très très gros effectif qui va tout péter. Non, c'est pas ce que je me dis. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je suis pas extrêmement convaincu, voilà, par cette équipe. On passe aux coureurs. Il y a Simon Yates, coureur à suivre, 29 ans. Simon Yates, j'attends qu'il gagne un grand tour maintenant. J'attends qu'il gagne un gros tour. Il sera sur le Tour d'Italie, ce qui est un petit peu sur sa course de prédilection, j'ai envie de dire. Et il devrait faire également la classique à Saint-Sébastien. J'attends qu'il gagne une course parce que c'est vrai que j'ai été un peu déçu par son Tour d'Italie en fait. Le Tour de France, j'en parle même pas, il n'était pas en grande condition physique. Mais sur le Tour d'Italie, pendant très longtemps, il est loin. Il est mal placé au classement. Il fait une dernière semaine intéressante. Mais j'ai pas compris, moi, comment on passe de vainqueur du Tour des Alpes à complètement à la rue sur le Tour d'Italie. Je pense que la préparation physique n'a pas été bonne. Il était prêt physiquement trop tôt et donc quand il est arrivé sur le Tour d'Italie, vraiment compliqué.
Ça commence dès le contre-la-montre, hein. Dès Turin, il fait pas un contre-la-montre exceptionnel. Et puis ensuite, derrière, oui, ça n'a pas été dingue, mais il fait troisième. Il se rate aussi sur le dernier contre-la-montre, hein. C'est vrai que l'année dernière, Simon Yates, au niveau du chrono, c'est un domaine où il va falloir retravailler parce que moi, je l'ai pas vu faire un bon contre-la-montre pendant toute la saison. Et puis ensuite, après le Tour d'Italie, ça a été compliqué. Tour de Burgos, la Crow Race, il est quatrième, mais bon, enfin, on va pas se mentir, mais la starting list de la Crow Race, c'était pas non plus dingue. Tour de Lombardie, il est nulle part, donc voilà. C'est dommage parce qu'il était vraiment en très bonne condition physique quand on voit, hein, Tirreno Adriatico, il fait top 10. 9e de la Volta de Catalunya, premier du Tour des Alpes. Mais voilà, son début de Giro est assez décevant, donc là maintenant je veux qu'il gagne un grand tour. Voilà, c'est mon objectif pour lui. Je pense qu'il a la capacité de le faire. On continue avec Groenewegen. C'était compliqué de rester à la Jumbo, déjà parce que l'effectif est quand même costaud. J'ai l'impression qu'il souffre plus que Jakobsen. C'est ce que j'avais dit même, hein, je crois l'année dernière sur ma présentation de la Jumbo, j'avais dit faut se méfier quand même parce que c'est pas la même chose de tomber que de provoquer la chute. Et que mentalement c'est plus dur quand c'est toi qui as provoqué la chute et que tu as failli envoyer quelqu'un quand même à la morgue. Hein, donc c'est pas toujours facile. Et je crois que ça a été le vrai problème, c'est que psychologiquement, il s'est pas encore remis de ça. Il commence en plus par un grand tour, ce qui je pense est une idée à la con, où il n'avait pas la condition physique, hein, pour faire un grand tour. Hein. Après, il n'a pas fait une mauvaise saison, hein. Mais c'est un peu comme à Kerman, c'est-à-dire qu'on l'a vu que sur on l'a vu quand même sur beaucoup de courses de deuxième catégorie où il n'a pas dominé sur ses sprints. Donc, mais je pense qu'il y a vraiment eu un vrai problème. C'est mental. Il faut il est encore dans une phase de reconstruction. Jakobsen, je pense, c'est déjà reconstruit. Lui, pas encore totalement. Mais je pense qu'au lieu de lui faire faire le Tour d'Italie, il aurait mieux fallu lui faire faire le Tour d'Espagne. Si j'avais été Jumbo. Mais ils avaient d'autres objectifs sur le Tour d'Espagne que jouer les sprints, la Jumbo. Il fera le Tour de France normalement, il fera Paris-Nice le Tour d'Arabie Saoudite, il va reprendre le Tour d'Arabie Saoudite qui sera le 1er février. On va avoir un début de mois de février un peu plus classique. C'est vrai que c'est l'année dernière et en 2020, le mois de février avait été plutôt calme avec pas mal d'annulations de courses. Là, le mois de février, on va retrouver un mois de février assez chargé pour la saison 2022. Je continue avec Michael Matthews. Michael Matthews, plus sprinter pour moi, 31 ans. Moi je l'aurais fait perdre moi à l'intersaison je l'aurais fait perdre 1 ou 2 kilos à partir du moment où on a compris qu'au niveau du sprint c'est plus trop ça, lui faire perdre 1 ou 2, là aujourd'hui il est à 72, lui faire passer sous la barre des 72, ça pourrait le booster même en tant que puncher. Je suis pas sûr que ça lui fasse perdre beaucoup de puissance, et ça serait peut-être pas mal pour jouer des courses en tant que baroudeur ou sur les grands tours notamment, mais aussi aller chercher les classiques ardennaises. Après, Matthews, il est aussi dans un moment de sa carrière où il se cherche, parce qu'on le voit sur les Ardennaises où il a toujours été présent et il continue d'être présent, et on le voit arriver sur les Flandriennes. C'est vrai que sur les Flandriennes, il faut être baraque. Donc voilà, il est dans une phase de recherche, je dirais, dans sa carrière. On l'a vu notamment sur le Tour de France, où il disait sur le Tour de France, je vise le maillot vert. Bon, au final, il a fini quand même assez loin de Mark Cavendish et il n'a pas gagné d'étape. Il n'a pas gagné une course l'année dernière, Matthews. Il n'a pas fait une mauvaise saison de classique. Moi, c'est ce que je retiendrai de sa saison. Alors, sur la saison de classique flandrienne, je trouve que c'est pas mal. Pour un mec qui, avant, n'y allait pas. Hein. Après, il manque un top résultat. La Vuelta est dure. La Vuelta est très difficile. Parce qu'il venait avec des grosses ambitions aussi sur la Vuelta. Donc ça a été une saison vraiment en demi-teinte pour l'Australien. Lucas Hamilton, dommage, c'est son Tour de France. Je crois qu'il n'a pas eu une journée facile sur le Tour de France. Parce que c'est un coureur qui est pétri de talent, notamment Paris-Nice, notamment la Volta, qui est à Catalogne, le Tour de Romandie.
Sur la Vuelta en Espagne, ça a été beaucoup plus compliqué aussi. Est-ce que, moi, c'est la question que je me pose avec lui, parce qu'il a quand même 25 ans, est-ce que c'est un coureur qui est capable d'être performant sur un grand tour? Parce qu'il a 4 grands tours à son actif, meilleur classement général, 25e. Est-ce que c'est pas seulement un mec de course d'une semaine? C'est la question que je me pose. Parce que pour moi, il est très bon sur Paris-Nice et tout ça, mais comme un Rudy Mollard par exemple. Par contre, Rudy Mollard, on sait que sur 3 semaines, c'est pas forcément fou. Alors, je pense qu'il est capable de faire un top 15 sur un grand tour. Mais est-ce qu'il est capable de faire mieux qu'un top 15? Pas sûr. Donc c'est pour ça que je l'attends l'année prochaine, parce que je pense qu'il va faire un grand tour, de voir comment il arrivera à se comporter sur cette course-là, et s'il n'a pas de pépin, mais il faudrait qu'il n'ait pas de pépin, chute ou autre pendant sa course. Lucas Besgeck, qui a fait le Tour d'Espagne et le Tour de France avec Michael Matthews. Pourquoi je l'attends? Parce que c'est un très bon lanceur, et c'est un bon sprinter aussi. Moi je l'ai vu notamment chez Bike Exchange en 2020 sur le Tour de France. Il fait un très bon Tour de France, donc là il fera le Tour de France, il fera toutes les classiques. J'attends de voir ce que ça va donner en termes de résultats pour ces sprinters, mais c'est vraiment un coin important dans l'effectif, et je trouve un peu sous-utilisé même. Quand vous voyez le nombre de jours de course qu'il a eu l'année dernière, moi j'aurais voulu le voir peut-être sur un Tour d'Italie. Je pense qu'il sait le faire. Petit chat dans la gorge, pardon. Et puis je termine avec Caden Groves, la nouvelle génération australienne, Caden Groves, qui est dans sa dernière année de contrat avec Bike Exchange. Moi j'ai trouvé très bon sur le Tour de Croatie. Je l'avais trouvé également, je vois qu'il a eu pas mal de bons résultats également sur le Tour de Slovaquie. Donc il a fait plutôt une bonne fin de saison. L'UAE Tour, je m'en souviens pas des masses de sa 7ème place sur l'UAE Tour, mais c'était quand même il y a un an, donc depuis j'ai eu des journées de sommeil. Tour de Hongrie, je l'avais pas vu, parce que la starting list m'emballait pas, et qu'il y avait le Tour de la Communauté de Valence, je crois. En même temps, il y avait pas mal de courses au moment du Tour de Hongrie au mois de mai, donc le calendrier était assez chargé à ce moment-là. Mais pour moi, c'est la future pépite des sprints australiens. Donc c'est pour ça que j'attends de voir ce que ça va donner l'année prochaine, parce que c'est un coureur qui est très intéressant. Je trouve qu'il a un profil aussi assez sympa. C'est pas un hyper grand gabarit, 1m76. Bon, par contre, il fait 76 kg. C'est assez rare dans le cyclisme d'avoir le poids qui correspond à la taille. Moi, je trouve qu'il a été très performant sur le Tour de Croatie. Et encore une fois, c'est un coureur, je trouve qu'il passe quand même bien les bosses. De ce que je me souviens, donc mais voilà, il faut maintenant qu'il y ait des top résultats, quoi. Il a 23 ans, il vient de les avoir, il les a eu le 23 décembre, donc maintenant on attend des top résultats pour le coureur australien, mais je pense qu'il est en capacité de le faire. Je vous en ai parlé en début de vidéo, le nouveau maillot de Bike Exchange. Alors, il y a une variante, les hommes auront un fond bleu, on va dire, totalement bleu et bleu clair. Les filles auront un peu de pourpre, de violet pourpre sur le maillot pour différencier les deux équipes. Déjà, je trouve que l'idée est pas mal, parce que la base du maillot est la même, mais il y a une petite différence entre les deux. Et moi je trouve que le maillot des garçons ressemble quand même un peu au maillot de la Gerolsteiner à une époque, même si et puis le short bleu, j'aime bien. Là, cette équipe-là, on va les reconnaître dans le peloton. C'est-à-dire que autant il y a des équipes, dit toujours, on a du mal à les reconnaître. Là, je pense que cette équipe-là, on va les reconnaître dans le peloton. Alors que l'ancien maillot était un peu trop discret. Il était plutôt classe, mais un peu trop discret. Et puis là, on remarque bien que c'est l'équipe de Bianchi, qui a les vélos Bianchi, du côté de Bike Exchange. Donc là, maintenant, on sait que c'est eux qui ont ces vélos-là. Donc voilà, beau. Moi je trouve que le maillot est vraiment joli, le maillot de Bike Exchange. Moi je suis assez fan. Et ça me rappelle vraiment le maillot de la Gerolsteiner, pour ceux qui ont connu cette époque, pas forcément bénie du cyclisme, parce que les coureurs qui sont passés par la Gerolsteiner, il y en a quand même quelques-uns qui étaient bien chargés, notamment Stefan Schumacher. Mais le maillot était assez joli. Ou Pfoten, où il y a eu toute une ribambelle de coureurs allemands chargés qui est passé à la Gerolsteiner.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mérique Production. Ciao ciao.